Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Chose promise, chose due, le BDA, Battle Damage Assessment, en français dans le texte. Nous allons au résultat pour comprendre ce qui s'est passé au Venezuela. On a déjà fait 2 vidéos sur le sujet, le point de vue aéronautique, technique. Maintenant, nous allons aller au résultat en utilisant 2 moyens. Le premier moyen, c'est l'OSINT, l'Open Source Intelligence, des observations postées sur Internet qui, vous allez le voir, sont extrêmement précieuses. Deuxième source, l'analyse satellitaire. Et nous allons nous appuyer sur 2 penseurs, 2 analystes différents. Vous allez voir qu'ils ont des points de vue différents sur où se trouvait Maduro. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir pourquoi ils en arrivent à ces résultats différents. Je vous rappelle rapidement, ça s'est passé le 3 janvier 2026, dans la nuit du vendredi à samedi. Vous avez eu des frappes du côté de Caracas, mais pas que, on va revenir dessus, même si aujourd'hui nous nous focalisons sur la partie récupération du président vénézuélien. Si vous vous posez la question, mais comment est-ce possible pour un pays avec une telle armée de se faire enlever son président dans la nuit d'un vendredi à samedi? J'ai un petit exercice de style pour vous. Imaginez que vous avez une force militaire avec plus de 225 000 militaires, que vous avez 450 000 personnes dont le travail est d'assurer la sécurité en France, que ce soit des employés de l'État ou que ce soit des professionnels de la sécurité. Nous avons des centaines de chasseurs, nous avons même du sous-marin nucléaire lanceur d'engins et du Rafale. Magnifique photo, n'est-ce pas? Et nous avons même la capacité, par exemple le 14 juillet, de mettre 68 avions, plus de 5600 hommes et femmes, 34 hélicoptères, 240 véhicules et motos, sans oublier les chevaux, dans la capitale. Et pourtant, dans cette même capitale, on se fait braquer les joyaux de la couronne par 3 personnes avec quelques semaines / quelques mois de préparation. Vous êtes d'accord que sur le papier, on n'y croit pas une seule seconde. Pourtant, les faits sont têtus. Et quelle est la problématique de la posture défensive? Comme on l'expliquait dans la dernière vidéo, eh bien, le renseignement. Maintenant, si vous me dites, mais nous n'avions pas l'information que les joyaux de la couronne allaient se faire braquer, eh bien, regardez le nombre de cambriolages en France, 218 200, ça c'est en 2024, 67 400 pour des locaux industriels, commerciaux ou financiers. Donc vous allez me dire, le renseignement, il est là, oui, mais si vous n'avez pas du renseignement très précis, ça marche pas, et on va voir pourquoi dans le cas du Venezuela. Si vous avez un doute, je vous rassure, en France, on a décidé de raccélérer du côté du renseignement. C'était un des points très importants pour l'ex-ministre des Armées Sébastien Lecornu. Ça accélère d'un point de vue budget. Maintenant, il y a une inertie humaine. Le renseignement, c'est beaucoup d'humains. Alors, qu'ont fait les Américains? Comme vous le savez, ils ont déployé un groupe avec le Ford, leur dernier porte-avions, le tout gros groupe aéronaval. Ils ont déployé également sur Puerto Rico de nombreux avions, des F-22, des F-35, on en a parlé. Mais vous voyez un petit peu ces images, c'est incroyable. Donc le build-up qui a eu lieu depuis plus de 6 mois. Mais ce qui a été très fort de la part des Américains, en fait, c'est ça. C'est d'habituer les Vénézuéliens à cette présence américaine. Regardez le 9 décembre 2025, vous avez carrément des Rhinos, moi je pense que c'est des avions de guerre électronique, les Growlers, qui sont allés à l'intérieur du golfe de Venezuela et qui ont tourné là, au niveau 260, probablement au traîné, montrant à tout le monde, regardez, nous sommes là, et ils ne se sont pas fait intercepter. Pourquoi? Parce que les Vénézuéliens ont laissé faire, ont laissé les Américains s'installer en fait juste devant leurs eaux territoriales. On a vu des B1, on a vu des B52 venir patrouiller de manière légale. Vous avez droit d'être à plus de 22 km des côtes sans aucun souci. Et c'est là qu'il y a un point déjà de lesson learn intéressant. Mais on va attaquer ça juste après la présentation du partenaire. Supremacy World War 3 est là pour vous permettre de prendre le commandement d'un pays et d'affronter jusqu'à 99 autres vrais êtres humains dans la conquête du monde. Alors si vous souhaitez être les États-Unis, envahir le Venezuela, vous allez devoir développer votre armée, vos tanks, vos navires, vos jets, positionner tout ça. Pourquoi pas forger des alliances et les retourner un peu plus tard et vous rendre compte de ce que ça donne contre d'autres êtres humains qui réfléchissent également. Ce jeu est gratuit, vous pouvez y accéder sur votre mobile, sur votre PC, ça tourne en permanence. Et la nouveauté, ce sont les officiers. C'est une nouvelle fonctionnalité de progression et de gameplay qui introduit des leaders puissants, basés sur la personnalité et qui sont directement dans vos armées. Chaque officier possède un nom,
une apparence, une histoire de fond et un trait unique qui va améliorer le gameplay et rendre tout ça encore plus réaliste. Vous pouvez faire de la personnalisation tactique qui va permettre à ces décideurs de décider, de prendre des décisions au bon moment, ce qui va forcément impacter votre vision géopolitique, vos capacités à l'échelon tactique. Les premiers officiers sont lancés cette saison et vous aurez des officiers rares réservés à des moments spéciaux, ce qui en fait un des atouts précieux et accrocheurs pour ce contenu exclusif. Et ce que l'on vous propose, c'est de cliquer sur le lien juste en dessous. Vous aurez en plus un super canon électromagnétique d'une valeur de 40 $ pour vous lancer et envoyer du bois. Allez, jingle. Le point intéressant, c'est que vous pouvez respecter le droit international et vous dire c'est chez moi à partir des eaux territoriales, ou vous pouvez avoir une approche un petit peu plus agressive. Regardez le Japon, regardez la Corée, regardez Taïwan et même regardez les Chinois ou les Américains, ils ont ce qu'on appelle des ZADIS, des zones de détection et d'identification. À quoi est-ce que ça sert? Eh bien, ça sert à étendre sur le papier vos eaux territoriales, non pas légalement, mais dans votre défense. Et pour des avions qui se rapprochent, les aéronefs savent qu'à ces endroits-là, le pays, qui est encore à plusieurs dizaines de kilomètres, va s'intéresser et vous prenez le risque de vous faire intercepter si vous n'entrez pas en communication. Ce qui est très intéressant, c'est regarder du côté de l'Alaska, vous voyez, ça entoure un petit peu la Russie, c'est normal à cause des territoires américains, mais ça vous explique bien pourquoi il y a autant d'interceptions souvent dans ces zones-là, ou pourquoi, par exemple, regardez la 10 de Taïwan, elle a quasiment 30% de sa surface au-dessus de la Chine continentale. À partir de là, forcément, vous comprendrez que c'est normal que l'on entende souvent, il y a des pénétrations dans la 10. Il faut faire, c'est très important. Certains analystes, malheureusement, ne le font pas des fois et surréagissent en disant « Ah, il y a un avion chinois qui est rentré dans les eaux territoriales ou dans l'espace aérien taïwanais. » Attention, est-ce que c'est effectivement les 21 km où là c'est une faute grave du droit international, ou est-ce que c'est dans la 10 et vous pouvez être au-dessus du territoire chinois et le faire? Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ces pays-là, qui ont une posture beaucoup plus militarisée que le Venezuela pouvait avoir dans son approche des côtes, eh bien, ont naturellement des procédures, des équipages entraînés et surtout les moyens pour faire les interceptions. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ces interceptions? Tout simplement, et ça c'est ultra important, vous n'avez pas besoin de pénétrer sur le territoire, vous n'avez pas besoin d'attendre 21 km en 2025-2026 pour ouvrir le feu avec un avion moderne. Ça veut donc dire que vous pouvez tout à fait être au large, dans le bon droit, à 30 km, 40 km, 60 km et ouvrir le feu contre le Venezuela. Et d'ailleurs, c'est probablement arrivé. À partir de là, si vous êtes défenseur, vous voyez votre pleu radar qui est à 30, 40 km comme d'habitude. Ça fait 6 mois que ça dure, vous n'avez pas forcément l'œil attiré. Maintenant, dans certains cas, en fonction des radars, un missile peut même partir, vous ne le détectez pas, vous allez vous faire taper sans même savoir qu'on vous a tiré dessus. C'est exactement comme si vous avez l'habitude de voir un chasseur qui se balade dans le champ et un jour ce chasseur a décidé de vous tirer dessus, vous allez voir dans le champ, vous allez rester tranquillement sur votre terrasse et là il vous tire dessus. Vous ne l'avez pas vu venir et c'est pour ça que le renseignement, on n'arrête pas de vous le dire, est le nerf de la guerre. Maintenant, oui, les Vénézuéliens ont des avions. D'ailleurs, rappelez-vous, c'était en septembre 2025, ils ont envoyé des F-16 survoler des navires américains. Ça n'avait pas fait rire les Américains, on en a plus entendu parler, on ne sait pas comment ça s'est réglé. Mais au début, les Vénézuéliens se sont dit « Eh oh, qu'est-ce que vous faites un peu devant chez nous ?» Et derrière, il semblerait qu'ils aient arrêté de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains avaient mis beaucoup d'avions de chasse en l'air, prêts, en cap, pour intercepter. Après, voilà, on n'a pas tous les détails. Maintenant, un point quand même intéressant. Historiquement, rappelez-vous le Téhéran Dubaï, le 3 juillet 88, les Américains, avec une frégate, avaient pensé que un A300 était en fait un F-14, s'était senti menacé et avait décidé d'ouvrir le feu. Alors, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais au final, c'est ça. Les Américains ont déjà prouvé que
en zone de tension, ils peuvent avoir la gâchette un peu facile. Peut-être que ça a dissuadé les Vénézuéliens de continuer à se rapprocher des bateaux. Toujours est-il, on sait également que les Vénézuéliens avaient des systèmes solaires. À l'heure actuelle, j'ai pas vu de système S-300 détruit, mais il n'y a pas forcément besoin de taper en fait les lance-missiles. Si vous tapez les radars, et ça a eu lieu, ils peuvent plus être utiles, ils sont aveugles. Par contre, on a vu pas mal de systèmes Buick, donc de moyenne portée, qui étaient présents dans la région de Caracas, qui ont été détruits même jusqu'au port. Le point important à savoir, on en avait parlé sur cette chaîne, tous les analystes l'avaient observé, on sait qu'il y a environ 5000 systèmes sol-air courte portée qui ont été livrés dans le pays. Maintenant, quel pourcentage est opérationnel, nous ne savons pas, mais c'est un fort danger qui a forcément été très étudié par les Américains. Et vous allez voir que, d'après l'OSINT, on sait qu'ils n'ont pas pris au plus court en survolant la ville, même si celle-ci a été plongée dans le noir. Ils ont voulu garder un élément de surprise et ils ont fait la route longue, quitte à passer beaucoup plus de temps au-dessus du territoire vénézuélien. On va voir ça de suite. Mais juste avant, des missiles ont été récupérés. On voit ces AGM-88. AGM-88 qui sont utilisés contre des systèmes solaires, donc tirés par exemple depuis des growlers depuis le large. Et vous avez également de l'AGM-154, c'est grosso modo un petit peu comme notre scalp. Là encore, ça se tire d'extrêmement loin et bon courage pour les détecter au radar. On regarde un tout petit peu la carte. Je vous rappelle que nous avons Caracas, la partie que nous avons entourée ici, c'est là où la capture a eu lieu. Et donc soit vous arrivez au plus court, soit vous faites tout le tour. Et il semblerait que les hélicoptères aient fait tout le tour. On a donc pas mal d'informations de la part d'osinteurs, de personnes qui font de l'osint, et un analyste, qu'on va aller voir son site web dans pas longtemps, s'est focalisé sur cette maison. Ça fait un petit peu penser à la capture, à la traque de Ben Laden. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voit qu'il y a environ 6 mois, une photo a été publiée, et ils ont réussi, alors s'ils arrivent sur Internet, la CIA et la NSA a forcément réussi, et tous les services de renseignement américains, elle était là. Et quand vous regardez ce bâtiment, il y a un point remarquable, eh bien c'est qu'il a été lancé en 2018. Et rappelez-vous, 2018, c'est l'année où il y avait eu l'attentat avec un drone, déjà à l'époque, contre le président Maduro. Et donc voilà à quoi ça ressemble en 2025. Nous sommes ici. D'après ces analystes, eh bien, il y a eu des posées de MH-47, les gros hélicoptères, de ce coin-là et de ce coin-là. C'est ici que nous avons la maison. Et très intéressant, on va les voir après, les hélicoptères, une dizaine, ont été aperçus 17 km au sud, par là, en contournant le relief. Donc ils seraient arrivés par le sud et après seraient remontés plein nord, tout simplement pour surprendre les défenseurs et surtout essayer de minimiser le risque d'être détecté, d'être entendu. Si vous avez un doute sur la qualité de l'osint, sachez qu'on a peut-être vu le meilleur placement de produit de l'histoire de la guerre moderne, avec cette photo qui a été publiée, où derrière, vous avez le réseau social d'Elon Musk, qui est quand même un proche du pouvoir en place, avec des recherches en cours sur justement l'osint et le Venezuela. Un bon moyen pour les militaires. Moi déjà à mon époque c'était utilisé, Twitter à l'époque pour voir un petit peu le BDA, voir ce qui se passe en temps réel. C'est une source d'information utilisée par les armées également. Toujours est-il, si on voit un petit peu tout ça, on voit que d'après différents osinteurs, c'est soit arrivé, ça a fait le tour, soit on va le voir après, pour d'autres, c'est venu se poser par là. On va se focaliser sur deux zones. Cette zone ici qui a été tapée, cette zone ici qui a été frappée, on le voit au niveau des images satellites, et ensuite cette zone ici où il y aurait eu les posées des hélicoptères. D'après les observations satellitaires, on aurait une possibilité d'entrée de bunker pour Maduro ici, et une deuxième entrée de bunker là. Et pour cet endroit-là, la zone où il y aurait les générateurs de secours. Si vous voulez attaquer un bunker, vous êtes les forces spéciales américaines, vous ne voulez pas qu'il y ait d'électricité dedans, donc tapez tout ce qui est système de secours de production électrique, ça fait sens. Maintenant ici, il y aurait eu du stockage, peut-être qu'il y a sa garde rapprochée qui dort, peut-être qu'il y a des systèmes SA7 qui sont stockés, mais pour une raison, ils ont souhaité les frapper également. Ça fait également du bruit, et moi je vous parlais du choc et effroi. Il y a deux manières de le concevoir, le côté macro sur un pays, le côté micro sur une zone. Commencer à faire exploser des choses dans votre environnement proche, forcément, ça fait réfléchir et surtout ça désoriente. Posez-vous toujours la question, nous on regarde a posteriori, quelle est la conscience de la situation des combattants, des personnes présentes à l'instant T. Vous êtes allemand, c'est le débarquement le 6 juin 1944, vous voyez arriver les bateaux, vous ne savez pas exactement comment ça va se passer, à quoi ressemble, vous n'avez pas vu les plans. Donc intellectuellement, vous n'êtes pas armé de la même manière que nous a posteriori pour comprendre ce qui s'est passé. Et ça va jouer sur la qualité de vos prises de décision, sur votre
volonté de vous battre également et sur ce que vous allez faire. Toujours est-il, quand on zoome un petit peu donc, sur cette zone, ce qui est important de comprendre, c'est que les images satellites sont retournées. Donc ici, on a le nord vers le haut, la villa de Maduro qui serait là. Ce que vous allez voir au niveau des images satellites, eh ben, c'est retourné donc, avec le sud en haut. Au niveau de ces images satellites, on voit bien l'avant-après. Donc ici, ce serait la zone où nous avions la génération secours. Là, le stockage. Et là, une des entrées du tunnel. On y voit un peu plus clair ici. Effectivement, ça a bien frappé. D'après le CSIS, qu'on va aller voir leur site web juste après, ils nous ont donc expliqué que pour eux, c'était des générateurs diesel, donc des systèmes de génération électrique, tout simplement. Quand on va regarder le nord ici, pour eux, ça serait une des deux entrées du tunnel de Maduro. Alors, si Maduro est dans son bunker, c'est sûr que pour avoir la conscience de la situation, que son pays est attaqué, il dépend sur certaines personnes clés, qui si elles ne donnent pas les bonnes informations, ça va être compliqué. Ici, on a une autre entrée qui a été également détruite. Et n'oublions pas qu'on a l'aéroport à côté où il y avait des systèmes solaires. Donc cet aéroport qui n'est pas très loin, on voit qu'il y a eu des impacts et surtout, il y a un Buck 3M, donc un système solaire moyenne portée qui aurait pu être facteur sur les hélicos qui a été détruit. Et notre AGM-88, il a été retrouvé pas très loin d'ici. Comme je vous le disais, l'analyse aux Indes là, qui est assez impressionnante, qui est sortie le lundi 12 janvier, aux Indes MISAT, on vous met un lien juste en dessous, on l'a traduit en français, c'est à la base en anglais. Hein. Eh bien, il nous raconte un petit peu sa démarche, son analyse. Il nous a fait une carte ici qui est très intéressante, où vous voyez justement où les observations ont été faites. Et l'objectif à chaque fois, c'est de se dire de quelle image est-ce que je dispose, quel est mon point de vue et qu'est-ce que je peux savoir grâce à ça. Donc vous voyez, ils marquent où ils obtiennent les photos, ce qu'ils arrivent à voir grâce à ces photos et c'est ce qui leur permet après de remonter et de se dire par exemple qu'au sud pour 17 km, il y avait 12 hélicoptères, 5 MH, 5 MH60, 5 47 et 2 60 en plus. Ensuite derrière, se focalise sur l'infiltration. Point très intéressant, il y aurait plusieurs zones de drop, de posée, ce qui est logique également avec autant d'hélicoptères. Et si vous voulez mon avis de combattant, d'ancien combattant, si vous n'êtes pas sûr à 100% de la qualité de la source de l'information, vous pouvez très bien aller vers les bunkers, plus vers la villa de Maduro, plus vers une autre villa de manière à optimiser vos chances. Les Américains ont les moyens, ils y sont allés avec beaucoup d'hélicoptères. Rappelez-vous, quand ils sont allés chercher Ben Laden, il n'y avait que 2 hélicoptères. Là, on est quand même sur un dispositif qui fait quand même x6. Donc, on peut avoir d'autres zones de posée. Toujours est-il, il y a toute son analyse. Je vous encourage à aller voir sa page web, il le mérite. Il va nous montrer les différents chemins et surtout, très intéressant, il va analyser les différents points potentiels de capture en disant, bah là, les entrées dans les tunnels, pourquoi pas. Mais en fait, les CH-47 ne se sont pas focalisés sur ces points. Et il va nous montrer comment, grâce à certaines images, et grâce à la poussière soulevée par les CH-47, il en arrive à proposer des lieux de posée du CH-47. Et donc, pour lui, CH-47 égale transport lourd, égale le gros des forces spéciales, égale également récupération de Maduro. Derrière, il nous fait cette analyse dont on a rapidement parlé, très intéressante sur la maison, avec cette photo qui date de la période des élections, et avec eh bien, cette maison qui a été construite et qui a probablement été suivie en temps réel pour ce qui est de la construction par les Américains. Donc ça vous permet de voir un petit peu comment des civils qui travaillent derrière leur écran peuvent participer et peuvent proposer une analyse. Maintenant, on va aller voir des professionnels de l'image satellite. Et on se retrouve donc sur le site du Center for Strategic and International Studies avec un papier qui a été fait par Monsieur Berg, Cancian, Bermudez, Madame June, Monsieur Zimmer et Monsieur Park. Et là, on vous met le lien également en dessous, ça date du 9 janvier et ça va être très intéressant. Eux, ils défendent l'approche que ce n'est pas du shock NO, mais que c'était de la précision chirurgicale. Là, j'ai mon biais d'ancien opérateur. Attention, entre ce qui est vrai au niveau stratégique du pays et ce qui est perçu pour les personnes attaquées. C'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, il y a quand même eu des frappes assez importantes sur pas mal d'endroits du territoire. Là, clairement, sur cette carte, ils nous montrent là où ils ont des images satellites, là où ils n'en ont pas. Le fort Tuana, on a déjà observé donc les différentes zones. Là, on voit très bien que ce bâtiment a été frappé, qui a un véhicule de pompiers d'ailleurs qui est juste devant, ça vous donne une idée de la précision. Donc ça leur permet d'aller assez loin dans les débriefings. Au niveau de la base aérienne avec le Buck qui a été touché, point intéressant, on voit qu'il y a
2 impacts avec des débris. Rappelez-vous, quand il y avait eu l'invasion de l'Ukraine, vous aviez des frappes russes qui avaient loupé. Alors là, il semblerait qu'il y ait des frappes qui n'aient pas tout à fait but. Ce qui peut être possible, ce qui pourrait être explicable, c'est que nous avons par exemple un AGM-88 qui a été tiré, mais parce que peut-être le bug s'est allumé, ils en ont envoyé plusieurs, hein, ils étaient nombreux les Américains. Et le point que je trouve remarquable, c'est regarder la manière dont l'explosion a lieu. Pourquoi c'est remarquable? Parce que ça nous montre que c'est une munition, et ça c'est intéressant, hein, une munition qui arrive par au-dessus. Parce qu'au niveau de sa sphère d'éclat, vous voyez, c'est quasiment à 360 degrés. Si vous avez une munition qui arrive par un angle, eh bien, forcément, la sphère d'éclat n'est pas la même. Le fait que ça arrive vertical nous permet d'avoir une petite idée d'un certain type de munition et réglé avec un certain objectif. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Pour ce qui est du port, ici, on a une analyse du port. Vous voyez que les images elles nous viennent des satellites d'Airbus. Et point très intéressant, c'est au niveau ici que la frappe a eu lieu. Pourquoi? Eh bien parce que à l'intérieur du hangar, il y avait un bug. Et point que l'on sait grâce à ça, ce système solaire a été frappé à l'intérieur d'un hangar où il n'avait aucune capacité militaire. Donc la logique américaine a été tout ce qui a une capacité à bouger ou à nous gêner, on va le traiter. Et donc ils sont allés chercher directement à l'intérieur du port ce système solaire. Maintenant, est-ce qu'il venait d'être livré? C'est une possibilité, il n'avait pas encore bougé du port. Est-ce qu'il devait partir? Pourquoi est-ce qu'il est à cet endroit-là? On rappelle qu'il y a des bateaux au large, qu'il y a eu pas mal d'histoires avec les bateaux. Point intéressant. Quand on continue et qu'on va au niveau de cet aéroport, celui d'Higuero, eh bien on voit qu'il y a également eu de l'armement qui a frappé, regardez, au niveau de ce camion et que ça a endommagé même le petit avion qui n'a rien demandé qui était à côté. Je pense que le Paraclub, ils sont pas prêts de ressauter. Toujours est-il, quand on reste sur ce terrain, on se rend compte eh bien, tout simplement qu'il y avait un système de protection aérienne avec le radar, le véhicule de commandement et les véhicules de soutien avec des avions à côté pour la plupart abandonnés et qu'il y a eu apparemment des choses qui se sont passées parce que sorti du bois, nous avons un système qui serait sûrement un lanceur, mais par contre, à cause des nuages, on n'arrive pas à savoir exactement ce qui s'est passé. Il faudra attendre encore, je pense, quelques jours. Ces analyses terminent en disant que le plus facile, entre guillemets, a été réalisé. Maintenant, après le tactique, il y a le stratégique, il y a le politique, et ça, c'est autre chose. Et comme je vous l'ai déjà dit, nous, sur cette chaîne, on se focalise sur la partie militaire. En définitive, les grandes leçons. Attention à l'accoutumance à avoir une force militaire devant qui patrouille. Nous avons vu avec les Américains qu'ils ont cette capacité d'extrême violence sous un temps très court. Il y a eu des interviews qui sont sorties dans la presse avec des défenseurs qui parlent d'armes à énergie dirigée. Je vous avoue qu'il y a à peu près 11 ans, j'avais fait un papier dessus quand j'étais officier tactique en escadron de super étendard parce que ça commençait déjà à sortir un petit peu ce genre d'armement qui peut, grâce en fait à des systèmes assez avancés, vous empêcher d'approcher, vous maintenir à distance grâce à une sorte de système qu'on pourrait comparer à un micro-ondes. Utilisé ou pas, nous ne savons pas. Ce qui est sûr d'après les déclarations américaines, c'est que l'effet de surprise a été gardé. Vous voyez maintenant comment les hélicoptères ont fait pour s'approcher au plus près sans être détecté, en faisant le grand tour. Maintenant, il y a eu tout un travail de coordination millimétrique avec toutes ces frappes, suppression des défenses, extinction des lumières. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est vraiment ces dernières minutes, celle de la capture. Mais ne sous-estimez pas la violence et la difficulté à faire face à un groupe de 15-20 forces spéciales surentraînées qui d'un coup débarquent dans le bâtiment. Si vous ne les avez pas entendus venir, si vous n'avez pas été prévenus, la coordination de la défense est extrêmement compliquée. Et encore une fois, ce type d'opération est rendu possible et fonctionne grâce à l'absence de renseignements défensifs. Personnellement, je pense que c'est la plus grosse leçon. Et c'est pour ça que je voulais vous faire également le parallèle avec le Louvre, pour éviter ce petit biais de supériorité qu'on a tendance à retrouver un petit peu des fois chez nous. Le seul moyen d'éviter ce genre d'attaque, c'est de disposer du renseignement en amont afin de se préparer à les accueillir. Et un quart d'heure de préavis peut aider beaucoup. Alors, je sais pas vous, mais perso, après la vidéo, moi je vais me détendre avec Supremacy World War 3. Je vous rappelle que c'est un jeu player versus player. Peut-être qu'on aura la chance de s'affronter ou pas. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir mener des batailles, réfléchir d'un point de vue micro, mais également macro, développer votre armée. Et avec l'offre juste en dessous, qui ne dure que pendant 30 jours, vous avez accès aux canons électromagnétiques. On se retrouve sur le champ de bataille. Fly safe.